Dans l'actualité encore, ce drame en Afrique. L'ONU décrète l'état de famine dans 3 nouvelles régions du sud de la Somalie. C'est le pays le plus frappé par la sécheresse. Et les populations lancent un appel désespéré à l'aide. On va en parler avec vous dans un instant, Karine Barzegar, puisque vous rentrez tout juste de la Corne de l'Afrique. Premier volet d'une série de reportages consacrés aux victimes de la famine. Avec Dominique Lecomte, vous vous êtes rendu à Doblé, en Somalie. C'est le principal point de passage des réfugiés somaliens vers les camps du Kenya. On regarde. Arrivé à Doblé sous escorte militaire. La ligne de front est à 60 km. La zone reste sensible. Des hommes en armes partout. Et à l'entrée de la ville, un groupe de civils sur le bas-côté. Chaque jour, des dizaines de camionnettes comme celle-ci arrivent en ville. À bord, des familles entières qui fuient la sécheresse et la faim. Voilà comment les gens sont installés dans mon véhicule. Les femmes et les enfants sont ici et les hommes se mettent tous là-haut. Depuis qu'on a commencé ce travail, j'ai fait 11 voyages en 3 mois. À chaque fois, on transporte jusqu'à 70 passagers. Oudjatali vient de Salaglé, un village dans le sud du pays. Il était éleveur de bétail. Sa dernière bête, il l'a vendue pour payer le transport. Tous nos animaux ont péri à cause de la famine. La vie est devenue impossible. Alors on a décidé de partir, d'aller au camp de Dadaab pour avoir un peu d'aide. Le voyage a été vraiment terrible pour les enfants. Ils ont été très malades en route. On a roulé pendant 3 jours et 3 nuits. Comme tous les déplacés, ils n'ont plus rien. Plus d'argent, plus rien à manger. Doblé est sécurisé, alors c'est là qu'ils sont venus. Dans l'espoir d'y trouver un peu d'aide, un peu de répit. La ville de Doblé a été reprise des mains des Chebab il y a à peu près 4 mois. Depuis, elle est sécurisée par les forces du gouvernement transitoire somalien. Entre-temps, elle est devenue le principal point de passage des réfugiés qui partent de Mogadiscio pour se rendre à Dadaab. Chaque jour, 500 déplacés venus de tout le pays arrivent à Doblé. Un flux incessant dans une ville à bout de force. Ici, même les soldats sont affamés. J'ai faim. On ne peut pas travailler comme ça. Vous n'avez pas faim, vous? On n'a bu que du thé depuis ce matin. Si ça continue, on va crever. Au poste de police, l'ambiance est tout aussi morose. Cela fait des jours que le commandant Dahir Hussein réclame de l'aide. Tu devrais leur dire d'amener l'aide humanitaire au plus vite. J'ai déjà dit tout ça, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Malgré tout, devant notre caméra, il plaide de nouveau sa cause. Nous appelons la communauté internationale à nous aider, à nous donner de l'eau, des médicaments, de la nourriture. Nous leur demandons d'aider les victimes de la sécheresse qui passent par ici parce qu'elles en ont besoin sur le chemin avant d'arriver au camp de Dadaab. De l'aide pour les déplacés, mais aussi pour ses troupes, des adolescents et des miliciens autrefois alliés aux Chebab. Il ne suffit pas de grand-chose pour qu'ils changent de camp. 12 jours qu'Abdoulaye et sa famille parcourent le désert. 12 jours de marche. Des centaines de kilomètres du sud de la Somalie jusqu'au Kenya. Une fuite en avant. Derrière eux, la sécheresse et la faim. La nuit dernière, on n'a rien mangé, rien du tout. Et on marche toujours. On va au camp, là-bas on espère une meilleure vie. Abdoulaye rêve d'un toit et d'un repas pour lui et pour les siens. Mais il ne sait pas qu'à 40 km de là, au camp de Dadaab, il n'est pas le seul dans ce cas. Ok, tout le monde, écoutez-moi. On va vous laisser entrer, mais là c'est le chaos. C'est pas bon, s'il vous plaît, soyez patients. Derrière cette grille, des milliers de réfugiés, affamés. Leurs rations, elles sont épuisées depuis un moment. Dans la mêlée, Hassan. Sa famille a fui la guerre à Mogadiscio. Je suis arrivé ici il y a environ 3 mois. 3 mois. J'ai ma carte et j'ai été enregistré. Ce matin, on m'a donné un ticket, alors je suis venu ici pour une ration supplémentaire. Dans sa main, ce coupon rose, le sésame, pour un peu de nourriture. Un luxe au camp de Dadaab. La nuit dernière, on a reçu 4 camions de nourriture du Comité africain, une organisation communautaire qui est basée à Nairobi. Et ça va être distribué aujourd'hui, toute la nourriture. 4 camions, des milliers de cartons. Farine, lait, sucre, de quoi nourrir 30 000 personnes.
Une donation conséquente qui vient de l'étranger. C'est la première fois qu'on reçoit de la nourriture qui ne vient pas du Kenya. C'est grâce à des hommes d'affaires de Nairobi qui ont des contacts dans des pays arabes. Des pays arabes, du Koweït plus exactement. Le généreux bienfaiteur s'est déplacé en personne et il ne tient pas à rester anonyme. Si la donation est loin d'être discrète, elle est salutaire. Avec plus d'1 millier d'arrivées par jour, le camp est surchargé, ses humanitaires débordés. On est plein. Tous ceux qu'on pouvait servir aujourd'hui sont déjà à l'intérieur. On va travailler jusqu'à 16 h. Et si on peut vous appeler, on le fera. Maintenant, s'il vous plaît, reculez, reculez. Pour les nouveaux réfugiés, vivre à Dadaab revient à attendre des heures, voire des jours, le ventre vide. 8 h du matin au marché de l'Audoir. Beaucoup de bergers, mais peu de bétail. L'activité tourne au ralenti jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle cargaison. Prends-les, amène-les là. Attrape les chèvres et jette-les en bas. Une dizaine de chèvres seulement. Mais pour les courtiers, c'est tout de même une aubaine. Ils savent qu'ils peuvent acheter à prix cassé. Elle est toute maigre. Je la prends 900 shillings. C'est la sécheresse qui la rend comme ça. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Les négociations vont bon train. Et Taba, lui, observe de loin ses chèvres passer de main en main. On a ramené ces chèvres ici parce qu'on est affamé. La famine, c'est ça qui excite tous ces courtiers. Le vieil éleveur est venu de loin pour écouler son bétail, même à perte. Une décision prise, la mort dans l'âme. Quand ces bêtes seront vendues, je pourrai ramener l'argent chez moi pour acheter de la nourriture et des médicaments et pour soigner l'un de nos blessés. Le blessé, c'est son fils, victime d'un affrontement entre éleveurs pour l'accès au pâturage et au point d'eau. Comme Etaba, la plupart des éleveurs du Turkana traversent une grave crise. Avec la sécheresse, c'est toute l'économie de la région qui risque de disparaître. On se sent très mal à cause de cette sécheresse. Le bétail est mort, ou bien il est parti à des centaines de kilomètres d'ici. Beaucoup de marchés comme celui-ci se sont écroulés faute d'animaux. Ce qui manque à l'Audoir, des infrastructures, des routes et des transports. Seulement, le Turkana est une région oubliée, négligée par Nairobi, délaissée par le gouvernement kényan. Et cela, même quand le bétail meurt et que les cours d'eau s'assèchent. Ce sol craquelé, c'est tout ce qui reste de la rivière Kozipir. Chaque jour, Napeyok vient ici avec ses chèvres. Ce point d'eau ne va pas rester très longtemps ici. Demain ou après-demain, il n'y en aura plus. Il faudra trouver un autre endroit pour les animaux. Seulement, Napeyok est trop âgé pour amener ses bêtes plus loin. Après des décennies passées à arpenter ces terres, le vieux berger a perdu son optimisme. C'est la pire des sécheresses, de tous les temps. Et je crois qu'on doit se préparer à disparaître. Par le passé, on voyait des fruits sauvages, des fruits mûrs sur les arbustes, ici et là. Mais désormais, il n'y a plus rien. La pluie s'en est allée vers des destinations inconnues. C'est aride. Aride. Cet endroit est devenu aussi aride qu'un désert. L'image tourne en boucle sur les chaînes égyptiennes. Mohamed Badié, 70 ans, vêtu d'une simple djellabia, le visage fermé. À ses côtés, un homme en armes, en tenue civile. Le guide suprême des frères musulmans a été arrêté dans la nuit de lundi à mardi au Caire. Capturé dans un appartement proche de la place Rabah al-Adawiya, le bastion de la confrérie dans la capitale. Mohamed Badié a été recherché depuis 1 mois et demi. Depuis son apparition publique début juillet, 2 jours après la destitution du président Mohamed Morsi. Il avait alors prononcé un discours destiné à galvaniser la foule des fidèles. Nous allons rester sur ces places, rassemblés par millions, jusqu'à ce qu'on puisse libérer notre président élu, Mohamed Morsi. 5 jours plus tard, la justice égyptienne ordonnait son arrestation pour incitation à la violence. Sa capture porte un coup immense aux frères musulmans, qualifiés de terroristes par le nouveau pouvoir égyptien. D'autant plus que depuis lundi, l'ex-président Mohamed Morsi tombe sous le coup d'un nouveau chef d'accusation, complicité de meurtre et de torture. L'homme fort du pays, le général Al-Sisi, a mis en garde tout manifestant pro-Morsi qui braverait l'interdiction de se rassembler.
Ceux qui pensent que la violence fera plier l'État se trompent. Nous ne resterons pas les bras croisés face à la destruction de la nation. Depuis une semaine, la spirale des violences s'accélère et la confrérie des frères musulmans subit une répression sanglante. En l'espace de 6 jours, près de 900 personnes, pour la plupart des manifestants pro-Morsi, ont été tuées à travers le pays. Des milliers d'autres ont été arrêtés. Les rebelles touaregs maliens en plein entraînement. Ce sont les images les plus récentes des combattants du mouvement national pour la libération de l'Azawad. Depuis la mi-janvier, les rebelles alliés aux groupes islamistes mènent une vaste offensive dans le nord du pays. Ce vendredi, la ville stratégique de Kidal, dans le nord-est, est tombée entre leurs mains. L'attaque serait menée par le groupe islamiste Ansar ed-Din, dont le chef Iyad Agali est natif de la ville. Selon les témoins, les 2 camps militaires de la ville sont désormais sous le contrôle des rebelles. La junte malienne a aussitôt réagi. Ce vendredi, le chef des putschistes, le capitaine Amadou Sanogo, a confirmé la perte de Kidal. Donc au lieu que des exactions ou bien des meurtres ou bien qu'on connaisse des pertes en vies humaines là-bas, on a donc demandé aux militaires de se retirer. Et parce que mon défi majeur, l'une de mes premières préoccupations, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens, et ensuite l'intégrité territoriale. Pour défendre cette intégrité territoriale, le chef des putschistes a lancé un appel à l'aide à la CEDEAO. Face à la rébellion, le Mali a besoin d'un soutien extérieur, a-t-il souligné. Mais pour le moment, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest semblent davantage préoccupés par la junte elle-même. Réunis à Abidjan autour du président ivoirien Alassane Ouattara, ils ont menacé les putschistes d'un embargo diplomatique et financier. En application de ces décisions, les sanctions suivantes ont été arrêtées et devraient être appliquées dans un délai maximum de 72 heures, au plus tard le lundi 2 avril 2012. Débordée par la rébellion et condamnée par la communauté internationale, la junte peine à contrôler le pays. Et avec l'avancée des rebelles, le Mali plonge chaque jour un peu plus dans le chaos.